Donc le titre peut sembler bizarre, périmètre de la profession de chirurgien pédiatre. C'est sûr que si j'étais chirurgien vasculaire ou chirurgien cardiaque, je ne vous avais pas dit périmètre de la chirurgie cardiaque ou périmètre de la chirurgie vasculaire, ça semble évident. Et pourtant, en chirurgie pédiatrique, on est obligé d'essayer de définir ce que l'on fait. Je vais vous montrer pour quelle raison. La profession de chirurgien pédiatre, donc quand on va parler de chirurgie pédiatrique aujourd'hui, bon, la chirurgie pédiatrique c'est vaste, hein, il y a la chirurgie orthopédique, digestive, plastique, ORL, stomato, toutes les spécialités, chirurgie cardiaque, neurochirurgie pédiatrique. Mais aujourd'hui, quand on va parler de chirurgie pédiatrique, eh bien, on va parler en fait que de la chirurgie orthopédique et de la chirurgie viscérale, parce que les autres spécialités posent des problèmes spécifiques et qui sont tout à fait différents. Donc la chirurgie pédiatrique, au sens où on l'entend habituellement, disons, c'est le viscéral et l'orthopédie, qui sont réunis avec toutes les autres spécialités pédiatriques au sein du CNP-CEA, avec également la DARPE. Alors, le périmètre de la profession, pourquoi est-ce qu'on est obligé de parler de périmètre? Eh bien, c'est parce que tout simplement la chirurgie pédiatrique est définie par l'âge, puisque on perd les enfants, au nombre de termes particuliers. Et que de ce fait, eh bien, il y a une grande partie de chirurgie dite générale, entre guillemets, qui historiquement était prise en charge par les chirurgiens d'adultes et qui eh bien, continue à l'être dans une grande proportion. Alors, bon, on s'occupe de malades, de pathologies d'âge différents. Ça commence chez le fœtus, le nouveau-né, le nourrisson, l'enfant, et ça va jusqu'à l'adolescent. Donc de 0 à 18 ans, ou de moins 9 à 18 ans, eh bien, on s'occupe des enfants. Et il y a des pathologies qui sont très différentes, l'appendicite, les amygdales, les fractures, puis aussi des choses plus compliquées, des tumeurs, des malformations graves génitales, des grands prématurés. Et donc dans tout cela, c'est un petit peu un fourre-tout, on a un petit peu de tout. Il y a des pathologies dites générales, banales, qui sont considérées comme étant peu importantes, par rapport au raison, ça je laisse méditer sur le sujet. Et puis d'autres pathologies où d'évidence il faut avoir à faire appel à des spécialistes, on appelle ça des chirurgies spécialisées. Alors comment répartir toutes ces pathologies? C'est beaucoup moins simple que ça n'y paraît. Alors, ce n'est pas une question vraiment récente, puisque déjà nos anciens se sont posé la question, c'est pas si ancien que ça date d'il y a 20 ans, comment et par qui et où doit être réalisée la chirurgie pédiatrique. Alors en fait, la question avait même été posée plus tôt, puisque déjà en 1959, Dennis Brown, qui a été un des fondateurs de la chirurgie pédiatrique moderne, disait que le but n'était pas de créer un monopole, mais de définir des standards. On appellerait ça des normes à l'heure actuelle. Ensuite, 30 ans plus tard, les choses avaient un peu évolué, et en 89, donc le LCE-POD britannique, donc, qui étudiait en particulier les accidents et les morts indus, eh bien, s'était penché sur la question de la chirurgie pédiatrique et avait conclu que aussi bien les chirurgiens que les anesthésistes ne devaient pas avoir une pratique occasionnelle, c'est-à-dire opérer un enfant simplement de temps en temps. Et que également tous les praticiens qui prenaient la responsabilité de ces soins, eh bien, devaient être compétents et surtout maintenir leurs compétences pour cette pratique. Alors, presque 20 ans après, en 2018, les pouvoirs publics reprennent récemment l'organisation de la chirurgie d'une façon globale, et régime des autorisations. Et il y a un travail qui est en cours, donc, qui va être échelonné jusqu'en 2019, sur l'organisation et des autorisations donc, pour toutes les spécialités, en particulier la chirurgie qui est ici. Donc on ne parle pas de chirurgie pédiatrique, on parle simplement de la chirurgie au sens large. Et grâce à la ténacité de, en particulier, Marie-Laurence Polignac, qui n'est pas ici aujourd'hui, eh bien on a réussi à ce que la DGOS s'intéresse à la chirurgie pédiatrique, parce que jusqu'à une date très récente, il y a 2 ou 3 ans, ils nous demandaient, on en était encore au stade où ils nous demandaient ce qu'on faisait. Alors, vous avez assisté à une réunion au ministère, où on nous avait dit, oui, vous opérez les enfants, d'accord, vous faites des appendicites, oui, très bien. Bon, ils ne savaient pas du tout ce que c'était que la chirurgie pédiatrique. Alors ça peut paraître bizarre, mais c'est pourtant la réalité.
Et donc cette nouvelle réorganisation de la DOS vise à reproposer des conditions d'implantation d'abord sur le plan géographique et puis aussi s'intéresser à qui fait quoi, comment et pourquoi. Et donc bien entendu on a réussi à prendre un peu le train en marche et à disons faire partie de cette réorganisation. Alors, quid pour la chirurgie pédiatrique, à l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition particulière, ni dans les lieux de pratique, ni dans le nombre de praticiens, ni dans leurs compétences, ni dans le nombre des infirmières, etc., ou très peu, pour ce qui concerne les services de chirurgie pédiatrique. À l'inverse de ce qui peut se produire pour d'autres spécialités, par exemple la chirurgie cardiaque, la neurochirurgie, la réanimation ou beaucoup d'autres spécialités. Donc on est encore très mal connu. Pour les urgences pédiatriques, il y a un article qui dit que les médecins de la structure des urgences pédiatriques doivent justifier d'un titre d'une qualification en pédiatrie ou en chirurgie infantile. Ce qui est intéressant, parce que quand on va voir que dans beaucoup d'endroits, il n'y a ni pédiatre ni chirurgien pédiatre. Donc est-ce que c'est vraiment dans la légalité que ces structures-là fonctionnent? On peut se poser la question. Alors, absence de monopole, bon, bien entendu, je ne vais pas aujourd'hui vous expliquer que les chirurgiens pédiatres doivent opérer tous les enfants. Bon, là, ce serait un excès qui serait possible d'ailleurs à réaliser et qui n'est pas, certainement pas souhaitable. À l'inverse, on ne peut pas n'opérer que les prématurés qui ont des intrésies de l'œsophage ou des choses très compliquées. Donc, entre les deux, il va falloir essayer de trouver un équilibre et c'est ça qui n'est pas très simple. Alors, il y a une décision qui m'a paru très importante à signaler. Je n'ai pas retrouvé la référence officielle, mais il y a quelque temps, pas très longtemps, 4 ou 5 ans, dans le nord de la France, un urologue avait été inquiété parce qu'il avait pris en charge un enfant et il n'était pas compétent en chirurgie pédiatrique. Et à ce moment-là, il y avait une décision du Conseil de l'Ordre que l'on a d'ailleurs, tout le monde, enfin la plupart de nos collègues l'ont, et le Conseil de l'Ordre à l'époque avait dit qu'un médecin ne peut exercer dans une autre discipline que celle dans laquelle il est inscrit au tableau. Alors ça c'est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des chirurgiens pédiatres ne sont inscrits qu'en chirurgie pédiatrique. Ce qui voudrait dire que ceux qui ne le sont pas, logiquement, ne devraient pas avoir le droit d'exercer. Alors, pour essayer de schématiser un petit peu tout ça, bon, il y a des niveaux de prise en charge qui ont été élaborés à la suite du SROS de 2002. Donc, ces niveaux de prise en charge, bon, c'est très connu, c'est une subdivision de l'activité en 3 niveaux, les centres de proximité, les centres spécialisés et les centres référents. Alors, les centres de proximité, c'est essentiellement sur ces centres-là, à mon avis, qu'il faut faire porter la réflexion. En effet, ces centres de proximité, ce sont des centres où on fait de la chirurgie générale courante de l'adulte, la chirurgie générale, qui est en voie d'extinction d'ailleurs, puisqu'il va plus y avoir de DES de chirurgie générale. Les enfants dans des conditions simples, entre guillemets. Moi je voudrais qu'on m'explique ce que c'est qu'une situation simple, puisqu'on a tous dans nos pratiques en mémoire certains enfants qui sont arrivés pour des douleurs abdominales et à qui on a découvert des choses qui n'étaient pas si simples que ça. Donc bon, ça, il faut le définir. Ces centres de proximité, il y en a beaucoup effectivement dans le privé, des cliniques qui sont un peu des cliniques générales où on opère un petit peu tout. Et pour la définition de l'âge, dans le SROS, la limite avait été fixée à un âge supérieur à 1 an. C'est-à-dire que les enfants de moins de 1 an ne pouvaient pas être pris en charge dans ces établissements. Au-delà de 1 an, eh bien, les enfants devaient être adressés dans des centres spécialisés. Voilà, circulaire de 2004. Donc en viscérale et en orthopédie, bon, ce sont des choses simples, la traumatologie. Alors on appelle aussi choses simples et hernies les ectopies, les phimosis, la chirurgie plastique, certaines urgences, les appendicites, certaines brûlures, et puis un certain nombre d'autres choses. Et là aussi, dans notre expérience et surtout dans la pratique des complications qu'on voit arriver de ces centres-là, il y a aussi la prise en charge d'enfants traumatisés, d'enfants qui ont un hémopéritoine à qui on retire une rate parce que chez l'adulte c'est comme ça qu'on le fait,
des enfants qui se retrouvent avec des clous-plaques alors qu'ils devraient avoir des branches ou d'autres méthodes moins drastiques. Et donc, c'est une pathologie que l'on appelle pathologie simple et qui peut conduire quand même à des choses très compliquées par la suite. Alors, l'équipe est constituée de chirurgiens et d'anesthésistes non spécialisés. Voilà. Donc, à partir de 1 an, on est censé pouvoir opérer un enfant de 18 mois généraliste, même si on en a quasiment jamais fait. La structure est une structure de chirurgie d'adultes. Alors, bien sûr, sous réserve de conditions d'hospitalisation adaptées à l'enfant, mais ça n'est absolument pas détaillé. Est-ce qu'il suffit de coller des Mickey sur les couloirs pour que ce soit adapté à l'enfant? Je pense que c'est autre chose. Et les services de pédiatrie médicale, il y en a ou il n'y en a pas. Dans le meilleur des cas, il y a un pédiatre qui a une convention et qui est relié à l'établissement simplement par un papier. La permanence des soins, il n'y a pas de permanence des soins pédiatriques. Et il est dit que l'équipe doit intervenir dans les limites de sa compétence, qui, à mon avis, ne veut strictement rien dire. Et au-delà, l'enfant doit être transféré vers un centre spécialisé ou référent. Alors, les conditions à remplir, c'est pour les chirurgiens, alors toujours d'après cette fameuse circulaire, une formation de 6 mois en chirurgie pédiatrique, une pratique pédiatrique mensuelle et le respect des recommandations des sociétés signalement. Ça, c'est très bien, mais à l'heure actuelle, il n'y a absolument aucun contrôle. Voilà, personne ne vient demander aux chirurgiens qui travaillent dans ces conditions s'ils ont bien respecté les recommandations et s'ils ont opéré, combien d'enfants ils ont opéré dans les 6 mois et s'ils ont vraiment eu cette formation initiale. Donc il y a un encadrement nécessaire, il y a une appartenance à un réseau qui est absolument indispensable, ça me paraît alors vraiment tout à fait certain, mais ceci dit, l'appartenance à un réseau, elle est indispensable, tout le monde est en disant oui, il faut absolument, mais dans les faits, rien n'est concret et il n'y a aucune obligation. Donc, ça n'existe pas. Alors, les commentaires que l'on peut faire face à ce problème, c'est que, bon, à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2018, il est certain qu'il n'y aura pas suffisamment de chirurgiens pédiatres pour tout opérer, on est d'accord. Donc, eh bien, on est bien obligé de se satisfaire de la situation présente et de dire que l'existence de ces centres ne peut pas être mise en question. Actuellement, les choses changent. Mais, eh bien, nous réfléchissons beaucoup pour savoir comment il faut que effectivement les choses changent. Nous avons fait un séminaire où la plupart d'entre nous ici ont assisté à Annecy au mois d'avril. Et eh bien, après avoir mûrement réfléchi, ça a été assez long, assez comment dire, débattu, nous en sommes arrivés à la conclusion que pour ce qui concerne l'activité viscérale, eh bien, ces centres-là ne devraient pas opérer de chirurgie réglée, qu'en orthopédie, alors les orthopédistes c'est plus partagé, et disons qu'en orthopédie c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup d'orthopédistes qui viennent d'une filière de chirurgie générale et qui sont plus mixtes que nous. Ok pour cette activité-là, mais à condition que ce soit dans le cadre d'un réseau. Pour les urgences, ok, mais à partir de 5 ans. Un enfant de 2 ans ne doit pas être pris en charge par un chirurgien d'adulte. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Ni 2 ans, ni 3 ans, ni 4 ans. À partir de 5 ans éventuellement. Et d'autre part, les centres ambulatoires où on fait de la petite chirurgie, entre guillemets, la petite chirurgie, nous ce qu'on fait, c'est quand même des hypospadiales, c'est quand même des choses qui quelquefois sont relativement compliquées, des injections des flûtes sur des enfants même de 2 ans ou 3 ans, il faut quand même savoir le faire, même si c'est pas très compliqué. En dehors de toute pratique pédiatrique, je pense, enfin nous pensons, c'est pas moi le fait que je ne suis que le porte-parole de ce que nous avons dit, ces centres-là ne doivent pas exister. La chirurgie ambulatoire, c'est les hernies, les ectopies, les phimosis, mais aussi les hémospadias, des injections de flûte, de la chirurgie plastique qui est quelquefois compliquée, même si ça peut se faire dans l'ambulatoire. Alors bon, je vais passer beaucoup plus vite sur le reste parce que là, je pense que ça pose beaucoup moins de problèmes. Les centres spécialisés, donc les équipes sont des chirurgiens, des anesthésistes qui sont diplômés, donc qui sont chirurgiens pédiatres. Pour les anesthésistes, il n'y a pas de diplôme en anesthésie pédiatrique, mais des gens qui ont fait une formation importante en chirurgie pédiatrique. Les ORL formés à l'ORL pédiatrique et avec une activité régulière. Dans une structure de chirurgie pédiatrique, ce sont des services de chirurgie pédiatrique,
avec un service de pédiatrie médicale, mais le bémol, c'est qu'il n'y a pas de réanimation médicale, donc réanimation pédiatrique. Donc ça exclut un certain nombre de prises en charge, mais on peut déjà faire pas mal de choses sans réanimation. L'âge, il n'y a pas de limite. Les pathologies, ce sont toutes les pathologies sans réanimation. La permanence des soins, il y a une permanence des soins 24 heures sur 24, soit par garde sur place, soit par astreinte opérationnelle. Et les pathologies qui ne sont pas prises en charge, c'est celles qui nécessitent une réanimation. Donc, bon, voilà, vous la voyez détaillée, il n'y a rien de spécifique. Alors, les commentaires, c'est que ces centres-là, ce sont ces centres-là qui prennent en charge la majorité, enfin la grosse pratique de la pathologie pédiatrique quotidienne. On peut faire beaucoup de choses dans ces centres-là. C'est absolument indispensable à la prise en charge des enfants, et surtout, il faut qu'il y en ait un peu partout. Alors, un peu partout, ça ne veut pas dire tous les 10 km, mais il faut justement réfléchir à cette répartition optimale. Il vaut certainement mieux que les parents fassent 20 ou 30 km en voiture que de faire opérer leur enfant par quelqu'un qui n'en a pas la compétence. Donc la réflexion doit concerner effectivement cette répartition. Et puis enfin les centres référents, ce sont les centres de CHU pour la plupart. Bon, je ne vais pas les détailler, tout le monde les connaît. On est censé faire tout, et 24 heures sur 24, y compris les choses les plus compliquées. Alors là où j'insisterai, c'est que ces centres référents doivent constituer la tête des réseaux qu'il faut qu'on les constitue. Ces réseaux-là ayant pour intérêt de faire transférer les malades du centre le moins vers le centre le plus, de mettre en route et en place les activités hospitalières universitaires, d'assurer la formation initiale et continue des chirurgiens et des anesthésistes, de faire participer éventuellement des chirurgiens anesthésistes de niveau 2 vers le niveau 3. C'est pas parce qu'on est dans un niveau 2 qu'on ne peut pas aller prendre des gardes au CHU. Et puis, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, sur les postes partagés, parce que je pense que c'est la façon réelle et effective de faire vivre ces réseaux. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au professeur Cahuzac, qui a été l'un des pionniers de ces réseaux, de venir nous expliquer comment il s'y est pris, parce que tout au moins en région parisienne, on a beaucoup de difficultés. Je vous remercie. Merci beaucoup Christine. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, dans la salle. Oui, Xavier Martin, je suis urologue à Lyon. Et je voudrais parler un peu d'une spécificité de chirurgie qui est la transplantation. Et en transplantation, historiquement, c'est souvent les chirurgiens adultes qui ont fait la chirurgie pédiatrique, pour le foie, pour le rein aussi, quoi, du moins à Lyon. Et finalement, il se trouve que les chirurgiens pédiatres veulent faire de la transplantation, ce qui est tout à fait logique, mais la masse, le flux de patients n'est pas suffisant pour entretenir une bonne formation, une bonne sûreté dans le geste, parce qu'il y a le geste technique pédiatrique, il y a le geste aussi de transplantation en général, de préservation d'ischémie, etc. Et on a trouvé une solution à Lyon qui est vraiment à l'avantage, je pense, des deux spécialités adultes et enfants, qui consiste à intégrer les chirurgiens pédiatres dans le tour de garde de transplantation rénale adulte, donc ils acquièrent la sûreté dans les anastomoses vasculaires, les techniques de transplantation, et ils font également les greffes pédiatriques, et les chirurgiens adultes font aussi les greffes pédiatriques. Donc ils sont intégrés dans un système global de garde, ce qui permet d'assurer la continuité des soins, de faire les petits poids, les moins de 10 kg, les plus de 10 kg, soit par les chirurgiens adultes, soit par les chirurgiens pédiatres, avec une très bonne qualité de soins. C'est intéressant, je sais que ça existe, en particulier en province. Il y a hors de question effectivement que des chirurgiens pédiatres se mettent à faire de la transplantation pour faire une ou deux greffes dans l'année. Bon, mais il y existe, enfin moi je parle de ce que je connais, c'est-à-dire de Paris, des centres de transplantation où on fait quand même beaucoup de greffes par an, et on les fait tout seul, ça se passe bien. Donc, non, je pense que le problème, c'est de savoir la masse critique. Il ne faut pas qu'il y ait des tout petits centres. Enfin, je vous parlais de greffe de rein, mais c'est vrai pour le foie encore plus, certainement, parce que c'est sûrement beaucoup plus compliqué. Faire une greffe de foie par an, ça n'a pas de sens, ça, je suis d'accord avec vous.
Mais avoir des centres de transplantation hépatite pédiatrique, nous avons une représentante ici, la personne d'Hélène Paris, donc je pense qu'elle pourra vous expliquer que ça marche très très bien et que voilà, et c'est sûrement pas la même pratique qu'en adulte non plus. Donc il faut, je pense pas qu'il y ait de règles absolues en la matière. Je pense que c'est l'illustration du fait qu'il faut s'adapter sur place à ce qui existe au plateau technique, et je pense que ce que vous avez fait à Lyon, c'est très bien. Voilà, mais après, mettre dans des textes, tout ça, c'est compliqué. Philippe Montier. Merci. D'abord, merci pour la présentation très synthétique de ce périmètre de la spécialité. Et deux questions pour compléter qui m'interrogeaient. Comment se fait-il qu'on évoque aujourd'hui, en 2018, les écrits d'un SROS qui, datant de 2002, a été mis en pratique en 2004? C'est une première question, parce qu'il faut donner l'explication. Certainement une. La deuxième question, c'est très intéressant, une remarque que tu as introduite à la fin de ta présentation, qui est la prise de garde de chirurgiens d'un centre de niveau 2 dans un centre de niveau 3, si j'ai bien entendu. Et ça, c'est très intéressant et majeur pour la formation, pour la communication, pour le système de réseau, mais en pratique, comment est-ce que c'est possible s'il n'y a pas une convention préétablie entre les deux centres hospitaliers? Y a-t-il des difficultés à ces conventions, ou au contraire, est-ce déjà en route de manière à développer? Alors, écoute, pour cette dernière question, je peux te dire que lorsque j'étais à Trousseau, Georges André pourra en parler de la même manière. Il y a eu un contexte historique, je dirais, entre guillemets, de personnes qui se connaissaient et qui avaient pris l'habitude de travailler ensemble, dont certaines sont parties dans un premier centre périphérique, d'autres dans un deuxième, d'autres dans un troisième, et on continuait à prendre des gardes de l'hôpital Trousseau. Et là, ça, on avait constitué un réseau qu'on avait pompeusement appelé le réseau de l'Est parisien, qui fonctionnait très très bien, qui fonctionne encore exactement d'ailleurs, parce qu'il y a des praticiens des centres 2 qui vont prendre des gardes dans le centre 3, et je pense que c'est une bonne chose pour tout le monde. Oui, on a fait ça. Je rappelle pour les gens qui il est fait c'est extrait. filmé et récupérable sur le site de l'académie. Donc c'est important de parler. La possibilité pour les collègues qui sont dans les centres généraux de prendre des gardes dans le centre de référence, c'est excellent. On dit que c'est vraiment win-win pour tout le monde. Alors en pratique, à l'assistance publique, pour pouvoir prendre une garde senior, il faut soit avoir une vacation dans le service, on en a assez peu, soit qu'il y ait une convention entre les deux hôpitaux, comme c'est le cas par exemple entre le CHG de Aulnay et Trousseau. Mais enfin, ça nous soulage beaucoup, ça a un effet didactique, dynamisant. Bref, il faut trouver cet équilibre dans tous les têtes de pont de référence, je crois. Je vais poser une question à Christine Martin-Lagorneau, parce que j'en ai pas parlé, c'est pas une question piège. Est-ce que vous avez une idée de l'incidence, c'est-à-dire sur combien, par exemple, sur 100 enfants en répartition d'âge, etc., peuvent être opérés dans les centres pédiatriques? On a vu l'idée de la prévalence, et finalement, combien il en reste pour les centres pédiatriques? Vous n'avez pas d'idée des chiffres précis? Alors c'est assez compliqué parce que, comme je l'ai dit, quand on parle de chirurgie pédiatrique, nous on parle de chirurgie viscérale et de chirurgie orthopédique, mais bien souvent les malades ORL sont mélangés. Et donc il y a une foule d'enfants qui sont opérés d'amylase et de végétation et dont les nombres sont inclus dans ces statistiques. Alors là, je dois dire que ce serait assez compliqué. Enfin moi j'ai pas les chiffres vraiment. Mais c'est sûrement par là qu'il faut commencer, effectivement, d'avoir ces chiffres-là. En tous les cas, je pense que de plus en plus, enfin, je n'ai pas d'expérience dans une clinique d'adultes, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais de plus en plus quand même, j'ai l'impression que les parents prennent conscience que c'est mieux pour leur enfant d'être opéré dans un centre où les gens sont spécialisés que dans des centres de soins. Alors les chiffres, non, je ne fais pas d'analyse. Si un de mes collègues les a. Je crois me rappeler que parmi tous les enfants opérés de n'importe quelle chirurgie, c'est moins de 14 ans, voilà, et je crois que 75% c'est les ORL. Voilà, donc tout dépend si on parle de l'ORL ou pas de l'ORL, parce que ça fausse tous les résultats. Est-ce que M. Pellerin voudrait redonner un mot sur... Non, mais j'ai souvenir que vous avez fait une intervention il y a un jour ici où vous aviez bien différencié les trois types de chirurgie, c'est-à-dire le néonatal,
j'allais dire, à la limite les deux mots, même étymologiquement, entre pédiatrie infantile et... Si c'est que je suis absolument désolé de voir que l'on en est encore à ces discussions-là. Elles ont commencé, je le rappelle, en 1802. Et ça n'est pas encore résolu. Et les enfants malades ont eu le privilège d'être créés donc en 1802, où on distinguait pour la première fois dans le texte officiel l'orthopédie et la chirurgie infantile. Et cette distinction était venue du Conseil supérieur des hospices de la ville de Paris, récemment créé, en même temps que l'assistance publique, vous le remarquerez. Car jusqu'à précédemment, d'abord, il n'y avait que des hospices des enfants trouvés, des enfants abandonnés, des enfants ceci, cela. Et il a été créé aux enfants malades. Il y a eu simplement la réquisition des bâtiments d'une congrégation religieuse de la rue de Sèvres, qui appartenait aux paroisses Gros Caillou et Saint-Sulpice, et qui avait là un grand orphelinat, avec un énorme jardin qui allait de la rue de Sèvres à la rue de Vaugirard. Et cette décision a été prise, tenez bien, non pas du tout pour faire de la chirurgie, mais pour faire en sorte que les enfants de plus de 4 ans, les filles ne restent pas avec les femmes, étant donné les contagions mentales, morales, qu'il pouvait y avoir à ce moment-là dans les services d'adultes féminins, et deuxièmement que les garçons, je cite les propos, que les garçons ne soient pas envoyés dans le service d'adultes, fait de violence et de relents d'alcool et de tabac. Et il n'y avait pas du tout de chirurgie. Mais au moins pour la première fois, on y parlait de l'avantage, dont je ne vous ai pas du tout entendu parler, moi je vois bien qu'on n'en parlait plus du tout, de l'avantage d'un milieu particulier pour l'accueil de l'enfant. C'est pour ça que quand on voit à condition qu'il y ait une hospitalisation adaptée, etc., ça ne veut rien dire. Or, effectivement, nous en sommes encore là. Alors bien entendu, ça a complètement évolué, mais je rappelle que les hôpitaux d'enfants avec véritablement une chirurgie d'enfants, ça ne date que des années 1860. Parce qu'avant, c'était uniquement toujours l'orthopédie, et dans ces établissements, c'était des orthopédistes seulement, qui de loin, oui, mais opérer un enfant, c'était la mort, certaine. Et c'est à partir du texte de 1857 qu'ont été créés des hôpitaux nouveaux à Paris. Ça a suivi très très lentement dans les villes de province. Et ces hôpitaux, ça a été Bretonneux, Hérolde, qui ne comportait pas de chirurgie, et le nouveau Trousseau, puisque vous savez que Trousseau a été reconstruit 3 fois, hospice des enfants abandonnés, hôpital Sainte-Eugénie, etc., au fur et à mesure que la Révolution arrivait, se développait. Et dans tout ça, ce qui était important, c'est d'avoir un milieu dans lequel c'était l'enfant. Et l'enfant, c'est un être en croissance, c'est un être qui a des parents. Ça change tout. Ça change tout. Et dans un service d'adultes, on n'est pas habitué à voir le malade et puis les parents. Hein? Donc ça, on n'en parle plus. Donc moi, je suis absolument concerné de voir que dans cette abondance de textes, de normes, je ne sais trop quoi, on est en train de faire un recul considérable. Alors, je me terminerai en donnant aussi une petite note historique. Je dis ça parce que je vais publier quelque chose précisément sur ce sujet. Lorsque la chirurgie pédiatrique, dans les années 50-60, est vraiment née de tout ce qui nous était amené après la guerre par l'anesthésiologie pédiatrique, le terme réanimation n'existait pas, je vous le rappelle, en 1945, et l'anesthésie non plus. Et aux enfants malades, le premier anesthésiste qui est venu, c'est quelqu'un qui a servi dans l'armée américaine et qui est venu aux enfants malades aussitôt. Et 3 ans après, il est parti. Quand on était une administration, on disait anesthésie, qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne connaissez pas. Et il est parti, il a fait une merveilleuse carrière aux États-Unis, c'est Pierre Bourgeois-Gabardin, personne ne se souvient de son nom, et c'est lui le premier qui nous a appris que les données nouvelles d'une chose qui n'existait absolument pas dans la guerre. Par conséquent, à ce moment-là, on a vu qu'il y avait toute une spécialisation, mais ce n'était pas la spécialisation uniquement du chirurgien, c'était le chirurgien qui décidait en même temps que le médecin. On découvrait avec les radiologistes qui faisaient eux-mêmes les radios, les interprétaient, on voyait l'image. Le pathologiste venait voir, M. Nesloff assistait à toutes les interventions pour voir et connaissait tout le dossier. Et à ce moment-là, donc, on nous a opposé
que nous faisions des spécialités. Et très rapidement, et tout particulièrement au début de la chirurgie cardiaque, on nous a dit que ça coûtait trop cher et qu'il fallait cesser d'avoir cette ambition des hôpitaux d'enfants dans lesquels on faisait de la spécialité. Et il y a eu un énorme mouvement pour faire en sorte que les investissements soient réservés aux hôpitaux d'adultes et que si on avait des problèmes spécifiques d'urologie, que les pédiatres, les premiers, ont à le porter, les urologistes adultes, les urologues adultes ont appris l'urologie des enfants des pédiatres chirurgiens, et les autorités publiques ont dit que ça ne pouvait plus durer. Et il a fallu vraiment se battre très très fort pour qu'on accepte cette notion. Et c'est ce qui a abouti toujours aux enfants malades à l'ambition d'avoir une masse critique suffisante pour pouvoir avoir progressivement les sous-spécialités, mais des sous-spécialités dans le cadre du respect de ce que doit être un hôpital d'enfants. Alors dans tout ce que vous avez dit, ce qui m'effraie beaucoup, c'est qu'on ne veut pas du tout apparaître. C'est pas vous, bien sûr, et les pouvoirs publics ne comprenaient pas. Et je me souviens, moi, m'être battu avec nos énarques des plus hauts niveaux de la sphère politique, quand ils me disaient, écoutez, un chirurgien c'est un chirurgien, nous à l'ENA, on finit à 19h, on finit à 19h. Bon, il y a qu'à en mettre un autre, vous voyez. Méconnaissance absolue. Et vous en êtes encore là, en 2018, je suis absolument consterné. Merci de vous battre. Merci, M. Pellerin, de remettre le débat sur la place.